Et ben c'est parti. Voilà, je suis content enfin de pouvoir rencontrer, passer du temps avec toi, Stéphanie. Alors c'est drôle parce que sur l'affiche, on m'a marqué Stéphanie Hospital avec un F de Stéphanie comme mon nom de famille, mais j'imagine que ton prénom s'écrit pas avec un F. C'est bien PH. Moi aussi, je suis très heureuse d'être avec toi, Mathieu, et avec toi, Arnaud. Je t'ai écouté une partie de l'été, en fait, quand j'ai fait des transversales entre Chamonix et la Bretagne, où j'avais JDI en toile de fond, et ça m'a... je me suis dit, bah, c'est génial, en fait, j'ai envie de passer plus de temps avec eux. Je suis hyper fier que tu écoutes Génération Do It Yourself, mais surtout... Je viens d'apprendre, je ne le savais pas exactement, ou je l'ai su, mais je ne crois pas, que tu habitais à Chamonix, donc pas à Paris. Et pourtant, tu es quand même une des personnes que je croise le plus à Paris. C'est quand même fou, tu es d'accord, on se croise quand même un peu partout, souvent. Là, c'est un peu moins ces derniers temps, mais il y a un moment, au Soho, à toutes les soirées, partout, je te croisais tout le temps. Bah, parce qu'en fait, on fait un métier où il faut rencontrer des gens. De réseau. Si tu ne rencontres pas, tu ne peux pas avoir la chance de tomber sur des entrepreneurs, des investisseurs, créer des relations. Donc moi, c'est vrai que mon rythme, et depuis très longtemps, c'est Chamonix, généralement vendredi, lundi, les week-ends, et puis il y a des grands moments, des périodes de l'année. Puis le reste du temps, c'est Paris, mardi, c'est les mercredi, déplacements. jeudi, voilà. Okay. Et en fait, c'est vrai que j'ai toujours eu ce rythme. Et je l'ai eu depuis très tôt, puisque à l'époque où je travaillais chez Orange, j'avais un patron qui est Paul-François Fournier, pour qui j'ai travaillé pendant quelques années, 7 ans, qui m'avait permis, à un moment où on ne parlait pas du tout de télétravail, de vivre ma passion pour la montagne et le ski en étant à distance de temps en temps. Et c'est comme ça que j'ai pris le prix. Et c'est vrai que moi, ma maison, c'est Chamonix. Trop bien. Je plaide coupable pour 2 choses: avoir écorché ton prénom dans l'affiche que j'ai préparée pour Mathieu, et Pardon. pour avoir aussi cette, on va dire, envie, il y a quelques années, de vivre entre Paris et une belle région. Et je trouve que dans nos métiers, ça se fait très bien, en fait, avec le remote et les visios. Et ça se fait très bien, mais c'est comme tu le dis et comme tu le vis aussi, un engagement. C'est-à-dire que ça coûte, quoi. Nous, on te le disait tout à l'heure, mais on courait ce matin avec Arnaud à 6h du matin. Hier soir, quand on a couru, parce qu'il y avait Thomas aussi, notre associé chez OVNI, qui est venu avec nous, qu'on est allé chercher à Saint-Michel. Ouais. On a traversé tout Paris pour aller le chercher. Et Thomas me racontait qu'hier, Arnaud avait dîné avec eux dans Paris, et que j'étais retourné à France Digital. Il est retourné après à la soirée France Digital pour faire ce que tu dis, rencontrer du monde, voir des entrepreneurs, des LPs et du réseau. Donc c'est vrai que c'est un vrai métier de... On s'est vu avec Stéphanie, on a organisé ce podcast. Exactement, tu vois, opportunité de venir. Je me suis dit, bah oui, super. Et c'est vrai que ce rythme, il permet aussi d'être beaucoup plus centré. En fait, moi, quand je suis à Paris, je suis 100% à Paris ou en déplacement. Et puis, les moments où je suis à Chamonix ou en Bretagne, puisque l'été, on est souvent aussi en Bretagne du côté de la Ria d'Etel. La Ria d'Etel, alors c'est pas très connu, c'est à côté entre Lorient et Quiberon, comme un golfe du Morbihan. Okay. Et c'est hyper beau, c'est une zone... incroyable, ça a l'air. Mais c'est somptueux, regarde, t'as vu le... En fait, c'est une sorte de mer intérieure, presque. J'exagère. C'est une mer intérieure, et on a la chance d'avoir une des petites îles où on a notre maison tout seul. Et donc, c'est magnifique. Donc, c'est vrai que ça permet d'être très déconnecté entre l'île des Moines pendant l'été et puis Chamonix l'hiver. C'est de l'eau salée ? C'est de l'eau salée. Okay. C'est des marais. C'est du ski nautique, du wakeboard, du paddle plutôt. Du paddle et de la pêche ou à pied ou sur bateau. Mais et ça, en fait, je pense que ça permet... Si j'étais tout le temps à Paris, je serais tout le temps dans un milieu où tu passes tu vois, tu fais des soirées, tu vois du monde. Et tu as besoin, en fait, en tout cas, moi, j'ai besoin pour être bien, d'être dans la nature. Et ça a toujours été. J'ai besoin de me déconnecter en faisant du sport, en étant dans des grands espaces, en pouvant réfléchir à des sujets sans pour autant être dans le quotidien. Et ça, c'est une chance que j'ai toujours eue et je continue à faire. Alors oui, il faut se lever tôt parfois le matin pour venir, tu rentres tard, mais la beauté d'un samedi matin où tu es au Grand Monté ou en train de randonner en montagne, enfin, c'est pas à vous que je vais le dire, hein, vous êtes des amateurs de trail, c'est super. Et par contre, fashion hédoniste pour moi. C'est-à-dire, pardon. Hédoniste. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'aime bien
m'émerveiller sur les paysages. Oui. Je le fais pas pour la performance sportive, je le fais pour la beauté. Je crois que nous aussi, enfin en tout cas on est à mi-chemin, c'est-à-dire que tu vois, c'est vrai qu'on peut nous reprocher un peu de temps en temps quand tu fais un peu de trail, tu vois, une traversée du GR20, tu as une sorte de petite concurrence entre les randonneurs et les trailers. Et moi, je me considère pas dans une team de trailers très haut niveau, donc en fait, on marche certains jours. Enfin, tu vois, le GR20 c'est 7 jours au lieu de 14, et puis il y en a qui le font en 3, 2,5. Bon, je veux dire, on n'est pas non plus dans cette team-là, tu vois, on est dans une forme de performance, plus de dépassement de soi, je dirais. Stéphanie, on fait des sports extrêmes. Ouais. Enfin, il va m'emmener, il va m'emmener l'année prochaine. Il y a une autre raison pour laquelle je suis content aussi qu'on enregistre ensemble, c'est que on va pouvoir parler on a quand même à minima, toi et moi, en dehors d'OVNI, une ligne de participation ensemble. Tu sais laquelle ? Oui, Hive. Hive, exactement. Hive, tu le savais ça ? Ah Hive. Oui, mais celle de David Gurley, c'est ça ? David Gurley, exactement. Je l'ai pas, parce que moi j'ai un autre Hive qui s'écrit AIVE avec Olivier Reynaud qui marche bien. Mais moi, avec Stéphanie, j'ai mon premier deal d'investisseur qui s'appelle On-Off Take Risks et qui est symbolique pour moi. En tout cas, c'est 2015, février 2015. Qui fait aussi partie des gens que j'ai vus en grenouillant dehors cette semaine, puisque j'étais à une soirée avant-hier avec lui aussi, et qui cartonne, Taïg. Mais c'est un truc de ouf. Vous êtes toujours dedans ? Toujours. Toi aussi ? Ouais. Taïg a été très résilient. On en a beaucoup parlé avec Stéphanie. Il a passé des moments difficiles. Mais c'est vrai que là, il est sur une très bonne direction. Je peux dire ces chiffres ou il me les a dit ? Oui. Il fait genre 5 millions d'EBITDA, il m'a dit. Alors, il est sur une tendance à 400 000 euros d'EBITDA mensuel. Donc, il va faire ses 5 millions sur l'année. Mais surtout, on investit pour créer les produits qui vont faire que On-Off va devenir encore plus beau, encore plus gros. On va partir dans l'espace. Et si tu veux, ce qui est... Moi, dans l'approche de l'investissement, tu vois, j'y suis venue un peu sur le tard, on va dire, après une carrière corporate. Mais ce qui m'a toujours motivée, c'est les rencontres avec les fondateurs. Et c'est vrai que dans le portefeuille One Ragtime, on a beaucoup de fondateurs, je dirais, atypiques. Toi, Taïg Risks, qui était sportif de l'extrême. Ouais. Tu as David Gurley qui refait plusieurs sociétés, qui a passé sa vie citoyen du monde avec Hive et qui fait un projet énorme avec Hive. Mère probablement espionne dans un autre temps, tu la connais l'histoire ? Bien sûr, ouais, bien sûr. Maman espionne. Ouais. Épisode exceptionnel de Génération Do It Yourself. Qui fait pas forcément au départ ce programme pour l'entrepreneuriat, mais il vient très vite et qui est passionné. Ouais. Résilient aussi. Oui. Frédéric Mazella, qu'on a financé et accompagné à travers son nouveau projet DIFT. Ouais. Et tu vois, ça, c'est des personnalités, il y en a plein d'autres. Et moi, c'est la rencontre qui fait que j'ai envie d'accompagner et j'ai envie de mettre les moyens dont on peut avoir à disposition pour accompagner ces entrepreneurs. Et Taïg, je me souviens d'un podcast qu'on avait fait ensemble, où à un moment, il dit je me suis entraînée plus que les autres quand je suis devenue champion du monde de roller. J'étais pas le meilleur, mais j'ai beaucoup plus travaillé. Eh bien, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Je vais beaucoup travailler, je vais peut-être mettre plus de temps que les autres, mais j'irai plus loin. Et ça, c'est ce que moi, je recherche chez tous les entrepreneurs, cette capacité à se dire que on va y arriver, même si ça prend plus de temps que prévu, mais tant qu'il y a une chance, on va y arriver. Est-ce que c'est pareil chez les VC ? Si on prend la levée d'un fonds, la création d'une société de gestion, tu l'as vécu Stéphanie, tu as été entrepreneur pour créer One Ragtime après ce parcours chez Orange au digital. Évidemment que tu as cette résilience et cette envie de toujours continuer. Ouais. Je pense qu'en fait, on l'a même plus que nos entrepreneurs. Parce que quand on investit, et One Ragtime, c'est un fonds qui investit depuis 2017, amorçage, série A, toujours meneur des tours et toujours au board. Ce qui veut dire qu'on rentre tôt, on rentre souvent sur des convictions, sur des fondateurs, avec très peu de métriques. Donc on y va parce que on sent cette capacité de nos entrepreneurs à faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Mais parfois, il y a des moments où c'est un peu plus compliqué. Donc nous, en fait, tous les projets qu'on suit, on doit être comme nos entrepreneurs, on doit être derrière eux et pas les
les encourager dans les moments où c'est un peu plus compliqué en leur disant, mais de toute façon, regarde, lui aussi, il a mis du temps à le faire. Sur la création d'un fonds, alors moi, si on m'avait dit que c'était aussi dur, je ne sais pas si je l'aurais fait, tu vois. Là, quand j'ai quitté Orange, je voulais entreprendre, en fait. Oui, je veux pas créer une entreprise, je veux faire un fonds, c'est un peu ce que tu te dis au début, quoi. Ah non, mais Mais je en voulais fait, créer une entreprise, moi, en fait. Ouais. En fait, c'est parce que quand je cherchais un petit peu ce que je voulais faire, j'ai des collaborateurs qui m'ont dit, mais attends, regarde, par rapport à ce que tu as fait chez Orange, pourquoi tu fais pas un fonds ? C'est comme ça que l'idée est venue. Ah bah ouais, t'as raison, mais en fait, j'ai passé mon temps à accompagner des équipes pour développer des nouveaux produits et services pour Orange, opérer des centres de compétences sur le digital, faire des partenariats avec des gros acteurs de l'Internet, faire des prises de participation dans des sociétés qui n'étaient pas du tout des opérateurs télécoms, comme Dailymotion. Bah oui, en fait, oui, t'as raison. Pourquoi je ne ferais pas comme entreprise un fonds de VC ? Mais je crois qu'à l'époque, c'était 2015, j'avais à peu près aucune idée de ce que c'était de faire un règlement d'un fonds. De 80 pages ? Ouais. Les clauses qu'on négociait avec les entrepreneurs. Il n'y avait pas de LLM pour faire ça à l'époque, quoi. Non, en plus, on n'avait pas. Savoir aussi lever des fonds. À un moment, je me suis retrouvée sur la feuille blanche, dire bon, je commence par où là ? Combien il faisait ton premier fonds ? En fait, on a démarré par un modèle de club deal de co-invest. Okay. Et comme il n'y avait pas encore les infrastructures pour le faire, on a développé nous-mêmes l'infrastructure pour faire en sorte que le jour du lancement de One Direct Time, c'est-à-dire en novembre 2016, on puisse fédérer des investisseurs, on puisse leur permettre de tout faire en ligne et surtout qu'on ait des projets. Donc, on a été voir nos premiers... C'est ça, en fait. On aurait pu faire, d'ailleurs, à un moment, se dire on fait une plateforme en marque blanche pour faire en sorte que les autres qui veulent lancer des fonds ou des club deals puissent le faire. Mais moi, en fait, je suis venue à ce métier d'investisseur parce que fondamentalement, ce que j'aime faire, c'est accompagner des entrepreneurs. Et c'est créer avec eux. En fait, c'est ça. Donc, c'est pour ça que l'investissement très tôt, moi, c'est ce qui m'amuse le plus. Et je pense que c'est ce qui est le plus dur. Hein. Et pourquoi lead et au board ? Pourquoi cette règle, cette envie ? Si tu es pas lead et au board, tu ne contrôles rien. Et on est dans des métiers où on doit faire confiance, certes, mais la valeur que tu fais souvent dans ton investissement, tu l'as parce que tu as aussi des moments clés de la vie de l'entreprise dans lesquels tu peux être là. Et tu peux donner ton accord ou pas. Donc en fait, cette position de meneur, alors déjà, meneur, c'est important parce que on est dans un marché où tous les fonds veulent suivre. Moi, quand je vois un entrepreneur, le nombre de fonds, on dit « Ah, j'ai plein de fonds qui veulent venir. » Ok, concrètement, qui c'est qui veut vraiment venir en te faisant une term sheet et en investissant là aujourd'hui ? Ah bah, ils disent tous qu'une fois qu'il y en a un qui sera meneur, ils viendront. Donc déjà, d'être meneur, ça permet de faire basculer le projet. Voilà. Et surtout d'avoir les premiers projets, ou les projets avant les autres. Ouais. Et puis après, ça permet de contrôler des décisions clés, notamment des décisions sur des opérations stratégiques, des évolutions, et puis à la fin, les sorties. Arnaud, pourquoi nous, on n'est pas lead et on va chercher toujours des leads alors ? En fait, je pense qu'il y a eu plusieurs phases, nous, côté OVNI Capital, mais on est assez alignés sur la stratégie que tu décris. Nous, on a commencé, effectivement, on a lancé le fonds avec quelques millions d'euros. Aujourd'hui, on gère 60 millions d'euros, donc c'est beaucoup plus facile d'être lead co-lead. Mais c'est vrai qu'au début du fonds, on a eu cette stratégie de se dire, on met des petits tickets plutôt suiveurs, mais par contre, on se met dans la roue de fonds partenaires, Isaïe, Elaya, aujourd'hui des Lightspeed ou d'autres fonds internationaux, des gens qu'on connaît bien et en qui on a confiance, comme le dit Stéphanie, pour prendre les bonnes décisions pour la société. Parce qu'on n'avait pas cette masse critique qui nous permettait d'assurer cette place au board. C'est intéressant, en plus ça a dû bouger un peu, même peut-être tu pourras me raconter après, mais cette relation entre fonds, je veux dire lead, co-lead, follow, il y a des gens qui suivent. Moi je découvre qu'il y a des petites guéguerres, qu'il y a
Il y en a qu'on n'aime pas parce qu'ils nous font des sales coups. Tu leur apportes un dossier et puis ils te le piquent entièrement. Il y en a qui, quand tu as un follow, enfin, tu vois, quand il y a un réinvestissement, ils te prennent une partie de ta cote-part et puis ils te disent c'est comme ça et voilà. Et il y en a qui sont hyper classe, hyper clean et il y en a qui sont super, qui sont les copains. Tu vois, et je savais pas, enfin, je suis pas complètement niais, hein, je fais du business depuis 20 ans dans le digital, mais je savais pas que c'était aussi... D'ailleurs, je pourrais même le dire autrement. Je pense que les niais sont plutôt ceux qui sont pas très smart là-dessus. Enfin, je veux dire, moi, il y en a un auquel je pense en particulier. L'idée, c'est pas de bitcher, c'est plus de décrire ce qui se passe derrière certaines choses. Il y en a un en particulier auquel je pense qui a vraiment un bad karma, en fait. Et ça commence à se savoir. Et ça, c'est su par des articles il y a quelques années, puis ça se ressait un peu. Je sais pas si il y a une petite compète, un truc comme ça, et pourtant il y en a qui s'entendent très bien. Qu'est-ce que t'en penses? De toute façon, on n'aime pas tous les mêmes choses. Donc déjà, moi, il y a quelque chose que j'évite avec One Ragtime, c'est la compétition. Moi, c'est un entrepreneur qui vient nous voir et qui nous dit « Je fais mon tour de piste pour aller voir celui qui d'entre vous va vous donner la meilleure offre et va être le mieux. » C'est naturel, c'est humain, mais j'aime pas. D'ailleurs, souvent, je les déstabilise. Je leur dis, mais quand tu vas te marier, est-ce que tu mets en face de toi plusieurs femmes et puis tu sélectionnes celle qui t'es à la meilleure dot? Fabrice Grandray fait ce genre de choses, tu vois. Mais il est suiveur, c'est différent. Mais là, tu vois... Je parle du mariage, en l'occurrence. Ça, je ne saurais pas te dire. Bip. Non, j'adore Fabrice, il m'en voudra pas d'avoir dit ça. Mais un entrepreneur, c'est pareil. En fait, on sait, et surtout au moment où on commence. Alors, je pense que le métier d'investisseur d'amorçage, seed série A, c'est le plus dur. Mais celui qui mène, parce que là encore, des suiveurs, il y en a partout. Voilà, on en trouve plein. C'est pas, mais celui qui à un moment a le courage de dire avant les autres, je crois en toi, je crois en ton projet, et on va y aller ensemble, et on va te permettre d'avoir le premier million, les premiers 2 millions qui te permettent de te lancer. Alors, aujourd'hui, peut-être qu'au début de One Ragtime, on investissait très, très, très tôt sur des projets où il n'y avait pas encore de produits. Alors, on l'a fait, ça nous a bien réussi. Hein. Ouais. Jelly Smack, premier projet, on était tout petit business angel dans Zenly, qui a été racheté 18 mois après par Snapchat. Zenly, jusqu'ici, on est bien. Ouais. Deuxième projet, c'était Jelly Smack, où là, pour le coup, il n'y avait pas de produit, pas de service, mais je connaissais les fondateurs, c'était mon premier projet et on y allait. Et puis, ça a fait une superbe aventure avec, au bout, en 4 ans, SoftBank. Donc là, on a fait, magnifique. Sortis, ouais. On est sorti et on a fait un 10x net sur notre ligne. Et puis, on a encore une histoire à écrire avec les équipes de Jelly Smack pour la nouvelle version de Jelly Smack. Okay. Troisième projet, c'est plus simple. Courtier d'assurance digitale pour les pro-PME. On est le seul fonds. On y va, 4 ans après KKR. Et toi, ça, c'était le début. Et au début, en fait, on y allait vraiment franco. Maintenant, toi, c'est Jelly Smack, il n'y avait pas de produit. Maintenant, j'attends quand même de voir s'il y a un produit, un service qui a des clients pour des jeunes entrepreneurs. Quand je dis jeunes entrepreneurs, c'est la première expérience entrepreneuriale. Des entrepreneurs qui répètent, oui, là, son problème. David, bien sûr, on y a été sur PowerPoint, on y a été... lourdement, gaiement, on a fait confiance. Moi aussi. Et 3 ans après, ça a délivré beaucoup plus que ce qu'on aurait attendu et on est super content. Mais c'est vrai que ce moment de prise de risque... aussi, non, sur lequel tu es rentré? Alors, on a fait Glose, on est derrière Glose qui a été racheté par Medium en 3 ans. On a Nicolas Sonio, Prinsen, ça. Nicolas Prinsen. Ouais. Très sympa, Nicolas. Qui a fait un super parcours. Pareil, profil atypique. Directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy qui devient entrepreneur. On a... On n'y croit pas normalement, mais incroyable. Cécile Brosset qui a réussi en 2 ans en s'associant avec la bonne équipe d'aller chercher une sortie avec Samsung. Ouais. C'est Sonio. Alors chez Sonio, c'est INIA pour analyser les échographies. On est rentré en amorçage en septembre 2022 aux côtés d'Elaya. Et on était tous les deux co-lead.
Et 2 ans après, rachat par Samsung, sur une valorisation à 100 millions, on est sorti, voilà, on est ravis. Et ça, c'est pareil, tu vois, ça, c'est en santé, on n'a pas fait beaucoup de projets dans la santé. J'adorerais en faire plus, mais c'est la rencontre avec Cécile que je connaissais, qui s'est associée avec la super équipe de scientifiques qui avait développé le bon produit. Et puis derrière, c'est parti. Nous, on nous connaît sur aussi beaucoup de projets grand public. Alors, c'est moins à la mode aujourd'hui, tu vois, de dire que tu as financé une place de marché dans l'événementiel, ticketing. C'est Shotgun, hein, c'est magnifique, Shotgun. Depuis qu'on est rentré, ça a fait fois 15 en volume d'affaires. C'est utilisé par tous les ados, tous les jeunes adultes. C'est Staycation. Alors, c'est des projets dont on parle souvent un peu moins parce que c'est des fondateurs qui sont moins dans les circuits de nos fondateurs, qui vont être plus des fondateurs qui amorcent leur projet tout seuls, qui ne sont pas forcément dans les codes de la French Tech, même si j'adore la French Tech. Hein, vous savez, ma casquette de VP, vice-président de France Digital, j'essaye de booster au maximum cet environnement. Mais à chaque fois, ouais, c'est ne pas être suiveur, en fait. Un bon investisseur, alors on n'aime pas tous la même chose, on peut tous travailler ensemble, mais on a envie de... Moi, en fait, ce qui m'amuse le plus dans ce métier, c'est de me dire, waouh, Ty, Chris, David, on y a cru avant les autres. Et c'est devenu une belle entreprise qui aujourd'hui a 100, 150, 200 collaborateurs, qui fait du chiffre, qui est devenu... C'est la beauté du geste, c'est un peu comme le sportif. C'est la beauté du geste de dire, on a été là quand il fallait, on a eu le nez de leur faire confiance et c'est devenu ensuite une belle aventure. Trop bien. Non, mais c'est vrai, mais ce que je me posais comme question, en l'occurrence, c'est un peu les codes de bonne conduite, finalement, dans le métier, tu vois. Il y en a pas, on s'en fout. Si demain, on t'apporte un super projet, et que... Parce que ça se fait aussi. Non, mais il y en a, et en fait, je vais prendre la question et je vais y répondre. Tu vois, j'ai partagé un dossier à Stéphanie il y a quelques semaines. Tu l'as, ce code de bonne conduite, tu vois. Elle est arrivée, elle me dit où elle en est dans son analyse, peut-être qu'on va co-investir ensemble, etc. En fait, ce qui est difficile par moment... Je ne doute pas chez toi, hein, pardon, c'est que, je pose la question. en fait, c'est juste que c'est quelque chose que j'apprends. Et puis moi, je trouve ça bien dans ce podcast de aussi délivrer ce qui se passe dans le marché, que les gens apprennent et comprennent, quoi. Je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu as beaucoup de compétition sur certains deals, comme tu le décris. Et en fait, tu as des fonds qui ont des schémas de contraintes qui ont bougé. Entre 2015, quand Stéphanie lance sa société de gestion, et aujourd'hui, tu as des fonds qui ont beaucoup grossi, qui à une époque avaient 20, 30, 50 millions sous gestion, qui aujourd'hui gèrent 100 ou 200, et en fait qui sont un peu obligés d'avoir ces comportements un peu à la dure, où je vais écraser quelqu'un sur son allocation sur un deal, etc. Du coup, tu leur apportes qui sont très court terme, mais en fait qui répondent à un peu leurs propres enjeux de déploiement, Après, moi, je ne crois pas beaucoup aux projets apportés par les autres fonds. Moi, je dis toujours à mes collaborateurs, c'est bien, passer du temps avec vos copains dans les autres fonds, mais si tu as un super bon projet, tu ne vas pas l'apporter. Alors, sauf qu'à particulier, quand tu es un petit peu à la marge de ta thèse d'investissement et que tu ne fais pas encore des projets en colis ou que tu cherches un lead. Nous, on en fait beaucoup, j'ai l'impression. Mais parce que tu ne peux pas le porter tout seul. Si je prends moi le deal que je suis en train de faire là, bah, tu vois, c'était un tour de 3-4 millions. Moi, je suis sur 1,5 million. Bon, on finit le fonds international, c'est lui qui prend le lead, qui met 2, je mets 1, je suis content. Mais comme tu dis, tu vas pas l'apporter à 10 fonds, tu en parles à 1 ou 2 confrères dont tu sais que c'est la thèse d'investissement et que ça va fonctionner, quoi. C'est clair. Mais en même temps, les meilleurs projets, tu les trouves pas par le réseau des confrères, sauf exception. Et j'espère qu'on va faire ce deuxième projet ensemble ou troisième projet ensemble après Hive. Mais tu vois, même pas, ça me viendrait à l'idée de ne pas vous proposer de co-investir avec nous si tant est que nous sommes le lead de ce projet. Enfin, tu vois, moi, c'est une éthique. Et je pense que ce que j'ai toujours essayé de faire avec One Ragtime, c'est de se dire, nous, on est des gens fiables. C'est-à-dire qu'on a une éthique. On a une éthique avec les fondateurs. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on se laisse avoir, hein, parce que la dialectique avec les fondateurs, elle n'est pas toujours simple. Au début, ils ont besoin de toi, ils ont besoin de ton argent, ils grossissent. Et là, tu as un fonds qui arrive, qui a plein d'argent. Et ça y est, toi, tu n'existes plus aux yeux de l'entrepreneur. Tu es beaucoup moins disant. Ça, c'est tellement courant. Donc, en fait, il faut savoir se faire respecter. Mais se faire respecter, c'est aussi avoir une éthique de collaboration avec les autres. Moi, il y a plein de fonds avec qui j'adore travailler. Et il y en a d'autres avec qui
on a fait des projets, ça s'est moins bien passé. Bon, on sait que par la suite, on ne les aura plus après nous. En tout cas, si on nous demande avis, on nous demandera bof. Et généralement, quand tu es le fonds meneur des tours, justement, et au début, tu as la possibilité de donner ton avis ensuite, parce que tu vas le construire avec ton fondateur en disant, là, pour la suite, oui, ok, si tu peux éviter celui-là, c'est mieux. Au contraire, non, vas-y, les yeux fermés, c'est super, c'est des gens bien. Et tu sais, c'est vraiment une association. Hein. Investir dans des projets, on signe un pacte d'actionnaires, c'est un mariage dans lequel on définit des clauses de sortie qui vont faire qu'on espère tout le monde se sera bien amusé pendant cette période et ensuite enrichi, puisque nous aussi, on a une responsabilité, on représente l'argent de nos investisseurs. Ouais. Pas mon argent. Moi, si c'était mon argent, mais souvent, quand j'ai des investisseurs qui viennent me voir, qui me disent « Ah, je veux faire un fonds », je dis « Mais même pas en rêve, fais pas un fonds. Enfin, tu as de la chance d'avoir plein d'argent, mais t'embête pas avec ça. Investis ton propre argent. » Ou alors, c'est que t'en as pas, en fait. Oui, ou alors, c'est que... Il y a un moment, c'est quand même un... Moi, c'était des tout petits tickets que je faisais à l'origine. Alors, Hive, c'était un peu plus gros, voire beaucoup plus gros, 5 à 10 fois plus que ce qu'on faisait d'habitude. Mais sur des tickets à 20, 30, 40 000 que je mettais en solo, tu vois, alors, peut-être entre 5 et 10 par an, à la fin, l'analyse, j'y arrivais plus, en revanche. Tu vois, c'est aussi quand même, il y a un moment où c'est un métier. Donc, soit tu es investisseur solo et que tu as que ça à faire, et c'est cool, c'est vrai. Mais si tu as un vrai métier... Pardon. En plus, c'est compliqué. Mais c'est ce qu'on explique à tous les business angels ou toutes les familles, ou même les corporates. Investir, c'est un métier. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les entrepreneurs avec qui on parle, dans 5 à 7 ans, on devra encore leur parler parce que c'est probablement le moment où on pourra enfin envisager un horizon de sortie. Nous, il faut du temps pour faire des belles entreprises. Hein. Il faut être patient. Donc, souvent, les investisseurs business angels, ils ne sont pas patients. Ils ne soutiennent pas les sociétés quand ça ne va pas bien. Et ensuite, ils veulent avoir tout de suite des sorties. Et puis, ils n'ont pas la capacité de suivre. Donc, ils se font ramasser par les investisseurs qui viennent après eux. Et la performance aujourd'hui des business angels, elle n'est pas optimale. Alors, je ne sais pas quel était ton niveau de performance quand tu étais business angel, mais il y a un moment, il faut faire confiance à des professionnels. Et puis, il faut mettre en place toute l'infrastructure pour accompagner au long cours les entrepreneurs. Les quelques business angels qui tirent leurs épingles du jeu, etc., ils sont rares. Ça ne se compte pas sur les doigts de la main, mais c'est parce qu'ils ont un énorme accès de deal flow, parce qu'ils ont un track record, etc. Et souvent, c'est parce qu'ils font ça au moins sur un mi-temps, voire à temps plein. En tout cas, les rares que je connais qui ont fait 25, 30, 50 lignes, c'est parce qu'ils y ont passé beaucoup, beaucoup de temps. Mais moi, ça faisait partie de on va dire, mes secrets, c'est d'avoir ce réseau, grâce à mes podcasts et tout, de recevoir aussi un deal flow assez important. Pour finir ce truc, parce que je trouve ça important et je voudrais qu'on vienne sur France Digital aussi, mais je trouve que ce karma et cette approche, tu vois ce que tu disais tout à l'heure, par exemple les entrepreneurs pour qui tu n'es plus rien quand ils lèvent des fonds avec quelqu'un de beaucoup plus gros, et j'en ai eu un ou deux en tête, quelque part en fait, dans la suite, tout reste. Et tu vois Naval Ravikant, qui est quand même un des meilleurs investisseurs américains, peut-être mondiaux, il l'explique bien, il dit, il est d'origine indienne, le karma, il en parle un petit peu, mais c'est pas si ésotérique que ça. Quelque part, il y a juste un truc qui est un peu logique, c'est que tu te dis, si tu ne peux plus faire confiance à un entrepreneur, un fonds, ce fonds qui te fait ça à toi, autre fonds, en quoi tu pourras lui faire confiance, toi, entrepreneur, quand il rentre chez toi, tu vois ? Ah, mais il ne faut pas. Enfin, le plus important dans notre métier, c'est la confiance. Comme dans la vie, c'est la confiance. Tout à fait. Moi, la première chose que je dis quand je rencontre des entrepreneurs, c'est on va être ensemble pendant 2 à 7 ans. On a envie d'avoir confiance. Et en fait, on attend de toi que tu nous dises tout. C'est-à-dire que les difficultés, les moments il y en a où ça va pour bien... qui le plus important, c'est l'argent. Mais bien évidemment, mais j'en veux pas de cela. Moi, si tu veux, mais même... Et c'est là, les serial entrepreneurs... j'adore travailler avec des entrepreneurs qui ont déjà créé des sociétés. Et on en a fait plein avec One Ragtime. Mais on en fait plein sur des vraies valeurs. Tu vois, David Gurley, Frédéric Mazella, Christophe Triquet, Ty Chris, il était à sa 4e entreprise. Ils sont passionnés par ce qu'ils font. Ils font ça pour la beauté du geste de réussir. Et puis, comme ça va réussir, ça va devenir très gros, il va y avoir un succès financier.
Mais l'entrepreneur qui vient te voir et qui te dit, en fait, ah bah non, mais en fait, j'ai pris une super offre, ou le fonds qui est pas réglo dans les moments difficiles, parce que c'est ça, hein, ça s'évite de toute façon, c'est un petit milieu. Et en même temps, c'est aussi un milieu qui se renouvelle assez vite. Tu vois, moi, je pensais pas que je ferais un cycle comme ça d'investissement. Là, ça va faire 2017, ça fait 8 ans. Bon, bah, 50 investissements, 50 projets, 9 sorties. On a un beau track, on a des beaux noms. Mais tu te rends compte que tu as une génération d'entrepreneurs qui arrive qui n'est pas la même, qui ne va pas forcément avoir les meilleurs les mêmes codes. Et ça aussi, c'est ce que tu vas chercher chez les entrepreneurs, c'est est-ce que je peux te faire confiance ? Et est-ce que je vais fermer les yeux et me dire que ça va se passer super bien et qu'à la fin, on aura fait une belle histoire ensemble et il n'y aura pas eu des moments trop compliqués entre nous. Ça aussi, hein, savoir bien se quitter. Les négociations, généralement, on négocie à l'entrée, mais là, à l'entrée, on est en mode séduction. Et puis, on négocie à la sortie, et à la sortie, c'est très important, hein. Il faut se quitter bons amis. En effet, ça n'arrive pas toujours. Quelquefois, ça n'arrive pas. Je pense que c'est quand même minoritaire de se quitter mauvais amis, non ? En fait, c'est toujours les moments où, à la fin, tu as certains entrepreneurs qui découvrent que, bah oui, tu étais là, donc la sortie, il faut partager. C'est normal, c'est ce qui était écrit. Comment ça, tu as 20% de mon capital et tu vas prendre... Ça arrive, mais en même temps, ce qu'on fait, ce qui est amusant, c'est que c'est un métier profondément humain. C'est qu'on investit sur des personnes, des femmes, des hommes, par rapport à des critères financiers, où ce qui va compter, c'est à la fin la confiance que tu peux avoir sur sa capacité à réussir et sur ta capacité à l'aider et sur la capacité mutuelle à travailler en confiance ensemble pendant aussi longtemps. Tu investis principalement sur des entrepreneurs français ? Pas uniquement. Mais non, pas uniquement. Tu vois, Navi, Matteo, italien, il avait choisi de créer sa société en France. Okay. Magnifique. Mais plutôt donc en France, en tout cas, si c'était français. Alors, je dis principalement, c'est les grandes lignes. Mais ma question d'après, c'est plus de savoir... tu le disais à l'instant, les entrepreneurs changent en ce moment. Une nouvelle génération d'entrepreneurs. Et j'aimerais savoir quelle est cette nouvelle génération d'entrepreneurs sous ta casquette One Ragtime et sous ta casquette de vice-présidente de France Digital. Alors, pour te répondre à ta question, non. Au début de One Ragtime, je t'aurais dit, waouh, on va faire du seed à l'échelle dans tous les pays. Et en Israël. Parce qu'Israël m'avait beaucoup inspiré sur l'approche de on crée une entreprise en Israël qui devient un géant international, même dans un pays de 7 millions d'habitants ou 9 millions d'habitants. Je me suis vite calmée, j'ai vite compris que faire du site série A, il fallait quand même avoir une approche locale. Hein. Donc tu pouvais. Alors on a une petite équipe en Espagne. Pas dire que pour l'instant on a eu la main verte sur les projets en Espagne. On a vu beaucoup moins d'ailleurs. C'est compliqué d'investir aussitôt dans un pays qui n'est pas le tien. Il faut être un peu patient. Alors, pourquoi ? C'est ton réseau, c'est tes codes, c'est l'accès, c'est ça qui est compliqué, qui je trouve est compliqué. Alors il y en a peut-être qui l'ont réussi. Je suis pas sûre qu'il y ait des. En tout cas, quand tu es fonds lead meneur. Sur du growth, c'est beaucoup plus des projets de développement, c'est beaucoup plus simple. Hein. Tu vois passer les métriques, c'est celui qui a le meilleur accompagnement. Mais en tout cas, de l'amorçage série A, vaut mieux être local. Sur les entrepreneurs, moi j'aime bien les entrepreneurs, comme je te disais, atypiques. Des entrepreneurs qui ont eu déjà une expérience quelque part. Alors ça peut être sportif de haut niveau, comme tu as écrit. Ça peut être un patron d'entreprise ou de grand groupe qui a super bien réussi et qui devient entrepreneur. Je pense. De président de la République. Voilà, Éric Mignot qui était patron de Boursorama, qui crée Plus Simple. C'est plutôt des parcours. L'entrepreneur qui crée pour la première fois, c'est super parce qu'on peut bien l'accompagner. Il n'y a pas de règles. Personnellement, avec One Ragtime, j'ai plus de difficultés à financer des très jeunes équipes, des entrepreneurs qui sortent de l'école, pour le côté de est-ce qu'ils vont vraiment avoir envie d'aller jusqu'au bout et de ne pas lâcher, même quand ça va être dur, et de ne pas revenir nous voir en nous disant « Waouh, tu sais, en fait, je viens de me marier et ma femme a envie que je prenne un vrai job où je gagne ma vie, donc je vais devenir consultant. » Ça, c'est cette capacité à se dire je le fais, j'entraîne des gens qui me font confiance
qui vont parier 6 mois, qui vont passer du temps avec moi, parce qu'on parle beaucoup de l'argent qu'on met, mais on y passe du temps. Je veux dire, avec nos entrepreneurs, avec leurs équipes, sur des sujets d'accompagnement, sur des moments où c'est plus compliqué, Les mises en relation. sur les mises en relation, sur... t'y passes du temps, enfin, tu vois, c'est... Et on veut pas... et quand tu as 35 ou 40 lignes projets actifs dans ton portefeuille, bah oui, ça demande du temps. Tu parles du travail que tu fournis, pardon, moi j'y vais, hein, mais Arnaud t'y va, hein, mais il y a eu une mode à un moment de beaucoup de fonds, j'en ai certains en tête, mais de créer chez eux une plateforme qui permettait de faire de la com, du marketing, peut-être du dev, un peu tous les métiers, et de les mettre au service de leur start-up. T'as fait ça, toi? J'ai l'impression que ça s'est un peu calmé, ce truc-là. Mais ça J'ai fonctionne. jamais été fanat des operating partners. Tu vois, des gens que tu as qui vont aider. Je pense, par contre, je suis très fanat de la mise en relation de gens clés. Comment, à un moment, tu arrives à bien connecter. Alors, faut l'automatiser. Un point important chez One Ragtime, depuis le début, comme on devait pouvoir opérer plein de club deals sans qu'il y ait pour autant déjà les infrastructures disponibles. On a toujours une équipe tech, data dans nos équipes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils nous automatisent tout ce qu'on a besoin pour passer plus de temps avec nos entrepreneurs, nos investisseurs. Et ça, c'est extrêmement puissant pour de la mise en relation, c'est extrêmement puissant pour savoir à un moment... Enfin, ma mémoire, elle a ses limites, hein, mais par contre, la mémoire collective dans le corps de One Ragtime, celle-ci, elle est infinie. Donc c'est là aussi où on va passer de l'attention. C'est d'être présent au moment clé. Et souvent, il y a la discussion de il faut un board member externe versus quelqu'un de l'équipe. Moi, je n'y crois pas. À un moment, on doit avoir quelqu'un qui représente l'équipe au niveau du board, Qui est du skill in the game. qui ait une certaine expérience. Tu vois, moi, aujourd'hui, je pense que après ces années, mais j'ai 10 fois plus d'expérience que quand j'ai démarré mes premiers accompagnements d'entreprise. Et ta valeur, c'est pas l'argent que tu donnes, c'est ces 10 ans d'expérience et ces 40 investissements. Je veux bien juste m'en revenir sur l'operating partner, parce que pour le coup, nous, c'est vraiment notre modèle, et Mathieu en est un, c'est notre operating partner média, et curieux de comprendre pourquoi. Moi, je t'explique comment je l'ai construit. En fait, pour moi... c'est des gens en qui j'ai confiance, comme un Julien Coulon qui a vendu sa boîte 100 millions, qui a déjà fait, tu vois, le 0 à 100 personnes, 30 millions levés, etc. Et je trouve que pour les entrepreneurs, avoir un Julien Coulon au board ou avoir des gens comme Mathieu, etc., c'est plus pertinent et ça crée plus de valeur que d'avoir Arnaud Laurent. Est-ce que c'est un complexe de l'imposteur? J'en sais rien, mais si tu veux... je suis d'accord avec toi, il n'est pas évident, ce modèle de l'operating partner, parce qu'il faut avoir le bon match. Mais quand ça fonctionne, tu vois, sur une ligne comme Acceptio que tu avais regardé, etc., le fait d'avoir mis Antoine Bonavita, c'est le 16e board d'Acceptio. J'en ai fait 3 sur 16. Mais parce que je fais confiance les yeux fermés à Antoine, j'ai des reportings hyper bien faits et j'ai confiance dans les fondateurs. Oui, mais moi je considère que celui qui signe à un moment, c'est celui qui doit représenter le fonds parce qu'il représente les investisseurs. Alors c'est le cas. C'est-à-dire que c'est c'est une le cas. délégation qu'on donne. Voilà. Et ensuite, tu as peut-être quelques personnes clés comme Mathieu, comme Julien qui sont à tes côtés disponibles. Après, parce que vous les avez dans la société. Oui, ils sont dans la société de gestion. Mais ensuite, tu ne peux pas démultiplier ça à l'infini. Oui, ça se met pas à l'échelle. Tu peux pas en avoir 50. Tu peux pas. Et moi, c'est comme ça que j'ai démarré avec mes operating partners. Enfin, j'avais des personnes d'expérience au début qui m'ont aidé. Mais au bout du compte, c'est plus le fait d'avoir un réseau le plus étendu possible et le plus international possible qui va pouvoir faire qu'à un moment, tu vas mettre en relation la bonne personne pour les entrepreneurs, mais que ça soit pour les avocats, que ça soit pour les banquiers d'affaires super important, les leveurs de fonds, que ça soit pour ceux qui t'aident à structurer tes premières ventes, tes premières approches commerciales. C'est là, en fait, c'est plus un réseau, une intelligence collective. Et puis moi, je crois beaucoup dans la mise en relation entre entrepreneurs. C'est les entrepreneurs entre eux, mais ils vont pouvoir résoudre ensemble des sujets. Et c'est pour ça qu'à un moment, c'est bien d'avoir
plusieurs sociétés du même domaine dans lequel tu as investi. Parce que si j'envoie Patrick Joubert de Ripple Tide discuter avec David Gurley sur Hive ou avec Kylian sur Golem, ils parlent tous le même langage, ils font de l'IA, ils ont les mêmes problématiques, ils sont en train de développer ça sur des grands comptes, avec une approche infra. Forcément, ça va matcher. Oui. Donc, il y a toujours un entrepreneur qui va avoir une réponse dans ton réseau avec d'autres entrepreneurs. Et j'y crois plus que l'opératique. Moi, le nombre de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ah là là, je rêverais d'accompagner des entrepreneurs, je peux devenir advisor, etc. » Puis, à la moindre difficulté, ils ne sont plus là. Et donc, dans tes 40 lignes, tu as fait un peu c'est pas des poches, mais tu as 4-5 lignes d'un thème, 4-5 lignes d'un autre, parce que tu as développé des compétences... Parce qu'on aime ça, tu vois, entre staycation, choose, shotgun, monde singulier sur les places de marché. Alors ça tombe bien, c'est un moment où personne ne regarde les places de marché, mais en même temps, ça devient des vraies belles sociétés. Et bravo à nos entrepreneurs. Alors c'est tout nouveau, c'est une place de marché c'est un service qui permet d'aller chercher des mobiliers de collection faits par des grands designers. Donc là, c'est magnifique. Magnifique, tu peux devenir client, hein, c'est bien. Je suis chaud, j'adore. Et on est aux côtés de Stéphane Distinguin, qui est un des nos co-investisseurs sur Monde Singulier. Il est co-investisseur, donc, mais très passionné de mobilier design. Donc ça, ça va être des projets autour des fintech. On a toujours bien aimé le courtage d'assurance. Pareil, tu vois, c'est bénéfices. Christophe Riquet, place de marché de bénéfices employés. Donc c'est de l'assurance, santé, prévoyance, des tickets restaurants en mode flex. L'exécution parfaite. C'est un modèle similaire à celui que Plus Simple a vu. Hein. On digitalise un métier qui était fait de manière assez traditionnelle et puis on offre une expérience la plus simple possible pour les utilisateurs et on permet aux employés, collaborateurs de PME d'avoir à peu près la même offre que les avantages que tu peux avoir en entreprise. Ça cartonne. Ça va être des projets autour de l'IA. Hein. On a cité Sonio, IA pour la santé, Navi, analyse et détection de contrefaçon, ou encore Golem, IA neurosymbolique pour analyser les documents. Donc là, c'est pareil, on va être sur des thématiques similaires où les entrepreneurs peuvent avoir des sujets similaires. Et surtout, il faut que ça nous plaise. Si je reviens sur ta remarque et cette petite question, mais l'entrepreneur de 2025, en quoi il a changé dans les grandes lignes par rapport à celui de 2016-2017 quand tu as commencé ? L'entrepreneur de 2025, avec un développeur CTO, il peut en 2 mois faire un produit, un service qui est vendable. Qui fait 200 000 euros de MRR. Et qui fait 200 000 euros de MRR. Donc l'entrepreneur de 2025, et d'ailleurs les projets qu'on va financer en 2025, ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on aurait pu financer en 2017, parce qu'on va aller chercher autre chose que de la tech comme barrière à l'entrée. On va aller chercher une fondatrice qui arrive dans la cybersécurité, qui veut faire un produit où elle a déjà tous les accès pour vendre très vite. Ça va nous amuser. Voilà, ça c'est prochain projet. Mais on va chercher des choses. C'est pas un mythe, hein, l'entrepreneur pimpé à l'IA, l'entrepreneuse pimpé à l'IA qui en quelques mois te balance du gros produit moi j'en ai vu 1 ou 2, Arcade, j'en ai reçu sur Génération Yourself, mais c'est pas une exception, il y en a vraiment beaucoup là, c'est une déferlante. Il pourrait y en avoir beaucoup, ce qui veut dire que si tu mises sur un développement techno avec une équipe de développeurs dans ton prochain projet, c'est pas ça qui va faire la différence. Tu dois regarder, à mon sens, beaucoup plus la capacité à vendre très vite, la capacité à faire des partenariats, la capacité à aller avoir une différenciation dans le modèle d'affaires pour craquer un marché. Le retour du sales. Wow. Ouais, mais clairement. Là, aujourd'hui, moi, je vais regarder des fondateurs sales, marketing, parce que la tech va être beaucoup plus simple. Quand on est allé aux US, ce qui nous a marqué, c'est des bons storytellers. Des storytellers, donc sales et l'histoire que les gens racontent, le marketing, cette force-là. De toute façon, quand tu es entrepreneur, tu passes ton temps à convaincre. Et moi, tu vois, si je compare quand j'étais Orange,
cadre exec dans une société, tout le monde m'appelait parce que j'avais des budgets, c'était hyper confortable. J'ai envie de vous dire, c'était RATP, reste assis, t'es payé. Quoi qu'il arrive, on t'appelle, il va rien se passer, quoi. Quand tu es entrepreneur, moi, quand j'ai démarré la feuille blanche de One Ragtime, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai voulu faire un fonds. Je voulais créer une entreprise, j'ai fait un fonds d'investissement. Alors, c'est ce qui m'a le plus appris. Hein. C'est le fait de faire One Ragtime qui fait qu'aujourd'hui, je me sens légitime par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Arnaud, pour conseiller des entrepreneurs. Mais je le vis au quotidien. Et tu ne l'étais pas au début ? Ah mais pas du tout, mais moi au début, je me suis fait plaisir. La première année, j'ai été rencontrer tous les VC les plus importants du monde entier à New York, San Francisco, Tel Aviv, en me disant waouh, c'est génial leur métier, je vais faire comme eux. Et j'avais eu des super accès, j'arrivais à avoir des super accès. Puis après, à un moment, il y en a un, c'était John Borswick de BetaWorks, qui m'a regardé, c'était en 2016, il m'a dit, tu sais, j'ai un seul conseil à te donner, t'as pas d'argent, mais commence à investir maintenant. Là, je me suis dit, ouais, t'as raison. J'ai pas réussi à lever encore ce que je voulais. Hein. Voilà. De toute façon, on m'a expliqué que j'avais pas de track, que j'avais pas d'expérience, que j'avais pas d'équipe, qu'il fallait que je revienne 10 ans après pour avoir travaillé dans un fonds pour ensuite être crédible. Et John Borswick, il m'a dit, vas-y, commence. C'est très difficile, je pense, ça à comprendre. Alors, pour beaucoup de gens qui sont dans le monde corporate, plus encore que les entrepreneurs. Ce matin, Amélie de Gaïa, dont je porte la casquette, là, elle me disait, en fait, en gros, elle, ce qu'elle a fait, c'est t'as pas d'idée. Elle venait de se faire virer de chez Evaneos et elle dit, t'as pas d'idée, donc crée ton entreprise. Et elle a créé sa SASU et elle me dit, voilà, je me suis donné 9 mois sans idée pour rencontrer plein de monde, avoir une idée et me lancer dans mon projet. Et en fait, c'est quand même un peu ça. Tu vois, le tout, c'est de mettre le pied à l'étrier. Point. Do it. C'est mon mantra, mais super intéressant. Et ne pas écouter ce que les gens te disent. Ne pas écouter ce que tous ces gens-là qui te disent non, mais t'as pas le track, va faire 10 ans dans un fonds, etc. La meilleure décision que peut prendre un entrepreneur, c'est d'écouter sa voix intérieure et de se faire confiance. Le nombre de personnes qui ont dit à Tech, t'y arriveras jamais, c'est trop compliqué, les télécoms, machin. Enfin, moi, je pense que ça, c'est un vrai conseil que tu peux donner aux entrepreneurs en 2025, parce qu'en plus, avec l'IA, tout devient plus facile et qu'ils peuvent faire atterrir leur business beaucoup plus rapidement qu'il y a 10 ans. Tu n'y arriveras jamais, Stéphanie. Tu viens du monde d'une grosse corporate. Tu connais pas les startups. Mais j'ai eu des perles. Hein. Tu sais, j'ai eu des perles. Un ancien du Fonds européen d'investissement qui, la première fois où j'y suis allée, m'a regardé. C'était en 2016. Il m'a dit, alors on n'a pas le FEI à nos côtés, hein, m'a regardé, m'a dit, ah, tu fais un fonds ? Ah, mais tu fais un fonds pour financer des femmes ? J'ai dit non, je fais un fonds pour financer les meilleurs projets. S'ils sont portés par des femmes, mais génial. S'ils sont portés par des hommes, génial. Mais je vais avoir les meilleurs. Ou encore, côté BPI, j'étais arrivée juste après Marie Eklund qui avait lancé Daphne. On m'a dit, ah bah non, on ne peut pas venir parce que tu comprends, on vient de faire le fonds de Marie Eklund. Et alors, on ne peut pas faire 2 fonds faits par des femmes. Alors, ce n'était pas ça la raison. Il y avait plein d'autres raisons. Et évidemment qu'au départ, je n'étais pas dans les codes. Et One Ragtime n'avait pas les codes qu'on attend quand on va voir un institutionnel. Hein. Quels sont-ils, ces codes ? C'est quoi ces codes que tu n'avais pas ? Bah, les codes, c'est tu sais, c'est comme nos entrepreneurs. C'est quand tu démarres de zéro et que tu ne l'as pas fait, tu peux te permettre d'être plus créatif parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Donc, les codes, c'est les bons termes de structuration des fonds, c'est la bonne équipe. On m'a dit, reviens avec, et peut-être que si je l'avais fait, on aurait été plus vite sur les levées de fonds, reviens avec un associé qui a fait 15 ans de VC, et puis voilà, on financera. Et moi, je peux le partager. Hein. On a vu beaucoup d'instits au début. Augustin nous a rejoints en janvier 2023 et on a vu des instits en 2022. Et en fait, tu le sais, Mathieu, il manquait un investisseur professionnel, comme tu dis, 10-15 ans d'investissement. Et c'est comme ça qu'on s'est associé avec Augustin. Parce que ça manquait dans l'équipe OVNI pour pouvoir débloquer des instits. Mais moi, j'ai pas trouvé Augustin à ce moment-là où j'y ai pas pensé, tu vois. Donc, et c'est pareil, tu vois, les institutionnels, ils te demandent le caride à l'équipe. Moi, j'ai choisi de mettre le caride dans la société de gestion, c'est-à-dire qu'il y a des frais de performance qui remontent dans la société de gestion. Donc aujourd'hui, on a du stock latent à venir qui vont faire que la société de gestion, elle en a plein sous le coude pour les années qui viennent.
Parce que Le c'est carré, long. il est partagé entre l'équipe et la société de gestion ou il va Et tout il investir? remonte dans la société de gestion. Ce qui veut dire que, voilà, soit tu es actionnaire, soit tu es collaborateur. Et les collaborateurs peuvent devenir actionnaires. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mais c'est ça la différence. C'est que sur le long Très intéressant terme, comme modèle. One Ragtime, c'est One Ragtime qui a des parts dans des sociétés qui se développent. Donc le modèle du VC est imposé par les institutionnels, c'est de dire pour que tes collaborateurs restent 10 ans, il faut leur donner un fil à la patte avec le caride dans 10 ans. Qu'il faut acheter en plus, donc c'est pas égalitaire du tout. Alors oui, ok, il va être financé, ça monte si les collaborateurs... Non, je pense qu'en fait, c'est des temps longs, donc en fait, il faut avoir à chaque moment, il faut avoir la meilleure équipe. Et la meilleure équipe, est-ce que dans 10 ans, ça sera celle que j'ai aujourd'hui pour quand on sortira la société? Tu vois, et il faut que ça soit fluide. Donc quand tu démarres de zéro, tu peux te permettre de faire de prendre des options qui ne sont pas celles des autres. Et en même temps, aujourd'hui, quand je regarde depuis 2017, je me dis, mais finalement, quand on regarde le portefeuille et quand on regarde les entrepreneurs et la performance qu'on a eue, on se dit, ouais, en fait, ça marche, quoi. Ouais, je te confirme, tu as fait quand même un beau petit parcours depuis, mais c'est intéressant. Et à la fois, ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est aussi, dans ce que tu disais, Arnaud, en étant sur le côté, en venant d'un autre monde, en étant une femme à cette époque où il y en avait moins, il y en a toujours moins, mais il y en a plus. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup. Non, Regarde aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est aussi en faisant tout ça que tu arrives sur à les voir. doigts de la main. Si on les cite, tu as Elina et Alice avec Revaya, tu as Marie-Christine Levé et Lydie sur le fonds du Capital, tu as Marie avec 2050. Mais c'est vrai que ça se compte quasiment sur les doigts de la main, en tout cas sur la partie française. Et dans le monde, c'est encore pire. Aux États-Unis, mais donne-moi le nom de gros fonds qui sont pilotés par des femmes. Et ailleurs, là aussi, moi, c'est pas femmes pour les femmes, c'est diversité. C'est que moi, je me suis toujours attachée d'avoir une diversité de fondateurs. Tu regardes, en fait, certains fonds... Ça te permet de comprendre, je veux dire, à un moment, si tu comprends pas les problématiques de la même manière que la moitié du monde, il y a un moment où tu te bouges probablement d'un certain nombre de choses. C'est comme chez Les Déterminés, il y a 2 jours, je voyais un type qui présentait ce truc qui s'appelle Save Me, qui a gagné le concours de start-up. Lui, il était ancien... pardon, Stéphanie, je t'ai coupé, mais il était ancien technicien fibre, technicien réseau. Et en fait, il dit il y a un énorme problème de latence, de durée. Quand tu as un problème de réseau en France, le temps qu'il faut pour te le faire réparer est juste beaucoup trop long. Pourquoi ? Il y a plein de techniciens, il y en a plein. Mais en fait, tout ce système est cassé. Les techniciens, ils sont embauchés par des boîtes intermédiaires, maltraités, ou tu vois, toujours au ticket. Donc quand ils arrivent, qu'il y a un gros problème, s'ils voient que c'est un trop gros problème, en fait, ils te le réparent pas. Parce qu'ils se disent, il va me prendre trop de temps. Donc je vais plutôt dire non, je peux pas, et puis il se casse et il va en faire un plus simple, tu vois. Donc, et eux, ils ont fait une sorte de Uber pour réparer tout ça. Et en fait, c'est là où je me suis dit waouh, mais les déterminés, tu vois ce que fait Moussa Camara. Oui, bien sûr, mais c'est génial. Tu arrives par un prisme, il y a des problématiques que tu ne peux pas comprendre, comme des problématiques de grosses corpos. Quand t'es pas passé par Orange, Carrefour ou certaines énormes boîtes, il y a des grosses problématiques que tu peux pas comprendre parce que t'es pas passé, parce que t'es pas juste. T'es pas passé par là. Mais tu vois, quand je regarde le parcours que j'ai eu, si j'étais tombée dans l'entrepreneuriat avant, je l'aurais fait en fait. C'est quand je vois aujourd'hui le parcours en grande entreprise, mais qu'est-ce que c'est plus dur de créer et d'être entrepreneur ou d'avoir une entreprise familiale, de reprendre son entreprise. C'est pas que les startups, on parle souvent de la Startup Nation. C'est tous ceux qui entreprennent. Mais être responsable de comment, à la fin du mois, tu vas payer tes collaborateurs, c'est ça la grosse différence entre être dans un grand groupe ou être entrepreneur. Je suis d'accord. Ce que je trouve, en fait, j'ai une tendance à dire, en effet, je suis d'accord, c'est plus dur. Pour avoir, je sais pas, une femme qui est dans le corpo. Oui, j'ai toujours été entrepreneur, à 2 années près au début, mais je vois ce que tu as vécu, aussi, avoir un boss et une structure qui a le droit de vie ou de mort sur toi, qui peut te dégager, qui peut choisir de te promouvoir ou te dire il faut que tu partes au Bangladesh. En fait, moi, quelque part, je me dis il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut accepter quand tu es collaborateur dans certains grands groupes, encore plus avec je voyais des gens récemment qui parlaient d'une grosse boîte américaine où un des patrons dit récemment on vire 50% des managing directors Europe.
Et juste c'est 50%. Et c'est juste un dimanche, il s'est dit, ouais, bon, voilà. Et donc, bon, bah, on les appelle, on leur dit, bah, ouais, ils ont dit qu'il fallait virer, bah, désolé. Moi, j'ai choisi l'entrepreneuriat pour être libre. Oui. En fait, ce qui m'a motivée quand j'étais chez Orange, c'est qu'à un moment, je voulais être libre. Et voilà, pour moi, être libre, c'est-à-dire, je voulais plus être locataire de mon travail. Je voulais être propriétaire de mon travail en me disant, bon, bah voilà, si ça marche, c'est moi. Et si ça marche pas, bah, je m'en prendrai aussi à moi-même. Mais je voulais plus dépendre de quelqu'un qui un jour aurait la décision de effectivement trouver qu'en fait je suis plus dans l'entreprise. Et ça a toujours été ce sentiment de liberté. C'est ce qui a fait ma volonté de devenir investisseur entrepreneur. Et c'est ce que je dis aussi à nos entrepreneurs. Je dis, mais à un moment, tu as envie d'avoir le contrôle de ta société. Alors, nous, on va avoir des contrôles aussi. Et c'est pour ça qu'on a des packs d'actionnaires qui font qu'on a certains droits. Mais le plus important pour moi, c'est que toi ou ton équipe pour laquelle on est venu avec One Ragtime, bah demain, vous soyez encore en contrôle. C'est pour ça qu'on n'aime pas les grosses levées de fonds. C'est qu'à un moment, on ne veut pas que ce soit les fonds de growth qui soient aux manettes des entreprises dans lesquelles on a décidé d'aller. Je dis toujours à nos entrepreneurs, pour moi, le plus important, c'est qu'à un moment, tu aies le contrôle parce que je te fais confiance. Ok, peut-être que des fois, ça se passe moins bien quand tu fais confiance, mais c'est la raison pour laquelle on est là. Et c'est aussi, et si tu as le contrôle, tu es libre. Tu es libre de choisir. Et l'autre point, c'est pour avoir la liberté, il faut surtout que ça marche. D'où l'ardente nécessité, à un moment, de trouver son point d'équilibre et d'être rentable et d'avoir des sociétés qui sont capital efficaces. Parce que, voilà, si tu es sans fin à lever des fonds, tu as l'épée de Damoclès autour de la tête. Quels sont les biais ou les unfair advantages que tu as, toi, Stéphanie, et vous, avec One Ragtime, justement, grâce à toutes ces raisons pour lesquelles il ne fallait pas monter de fonds au début, peut-être? Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment un fonds d'entrepreneurs parce que moi, je l'ai créé de zéro. Et j'ai vécu ces étapes de création d'entreprise. Et puis aujourd'hui, on a fait un cycle. Je dis, les premiers entrepreneurs qui m'ont fait confiance au début, waouh, quoi. Mais en fait, ça s'est très, très bien passé. Parce qu'on a parlé des plus simples, Gédis Mac, Sonio, Glose et autres. Mais il y a une vingtaine de très, très belles histoires qu'on est en train d'écrire ou que nos entrepreneurs sont en train d'écrire avec One Ragtime. Mais par contre, les premiers, ils ne savaient pas. C'est sûr que ça fait la différence. Et par rapport à des très gros fonds, ou un peu comme dans un grand groupe, tu peux avoir des directeurs d'investissement. Quand tu es un entrepreneur et que tu as le fondateur du fonds face à toi, dans la relation, dans cette vision long terme, j'étais ce matin avec un entrepreneur qui me disait, sur sa boîte d'avant, ils ont levé 15 millions, ils avaient un pool de 3 fonds, et il me dit, en fait, au bout de 3 ans, tous nos directeurs d'investissement, ils avaient changé. Et ça, c'est... Mais alors ça, c'est ce qui va nous arriver à toi ou à nous si jamais on grossit trop. Ou non, alors, c'est une question de modèle. Si tu lèves, par exemple, toujours ton fonds de 60 millions tous les 3-4 ans et que tu es discipliné et que tu joues pas le côté je collecte à fond, le jeu de la UM et je me rémunère plutôt sur la perf, ça t'arrive pas. C'est des choix stratégiques que tu prends au niveau de la société de gestion. Small is beautiful versus go big or go home. Quoi. Je pense que pour faire du seed et de la série A, il faut des petits fonds. Mais par contre, et ça c'est toute la logique qu'on a aussi à travers le fonds Early Développement Paragon qu'on aimerait avoir, hein, et aujourd'hui on ne l'a pas encore, pour suivre des participations ou pour faire des participations à des stades de développement un peu plus avancés. Donc en fait, je pense que cette diversification vers quand tu commences en site série A et que tu vas ensuite avoir une capacité à financer plus largement tes lignes, protège ce que tu as fait en site série A, en amorçage, et te donne encore plus d'attractivité pour les entrepreneurs. En fait, lever des fonds, ce n'est pas un but en soi. Tu es là pour... Nous, on a une société magnifique dans le portefeuille qui s'appelle Phantom Buster. On est les seuls entrepreneurs. Phantom Buster, c'est Est-ce que tu les utilises? Parce que tu es un gros hacker. Ah oui, c'est ça. Phantom Buster, ça fait plus de 10 millions de chiffres d'affaires d'ARR. On est les seuls investisseurs. Ils ont levé 600 000 euros qu'on a mis au début, 2018. C'est automatisme, scrapping LinkedIn, c'est tous ces sujets-là. Voilà, c'est de la génération de données à partir de sites. Hein, c'est de la génération de bases de données, quelles qu'elles soient. C'est beau, magnifique. Ouais. Tu sais, on est là. C'est très rentable ce genre de boîte. Mais c'est hyper rentable. Le problème, c'est que tu sortiras jamais, t'es collé là-dedans, non?
Mais si on sortira, moi j'espère. Attends, tu sais. Sur ces niveaux de on se fera- rentabilité-là, Voilà, t'as c'est- Mathieu Tarnus avec Sarbacane ou quelqu'un qui rachète Il va y avoir- Brevo. Brevo. Ce genre d'acteur, ils Même peuvent finalement racheter, Content bien sûr. Square, peut-être un jour. Mais c'est ça, c'est des, ça croît tous les années, ça double, ça fait du chiffre avec l'UBITDA. On a Guillaume Boiret qui adore ce qu'il fait, qui voit arriver l'air en se disant mais ça y est, là je vais pouvoir générer des fantômes par l'IA. On appelle les fantômes les petits moteurs. C'est magnifique. J'adore. Mais ils n'ont pas besoin de lever de plus. Ouais, Tu c'est vois. vrai que cette gestion Donc du en cash, fait, c'est quand tu important. rentres au début, c'est ça aussi. Quels Et- sont les... Pardon. Non, je t'en prie. Non, parce que du coup, on parle beaucoup il y a beaucoup d'hommes, et on parle quand même beaucoup d'hommes chez qui tu as investi. Cécile Brossé. Quelles sont les femmes les plus impressionnantes chez qui tu as investi? Cécile Brossé. Cécile Brossé. Cécile Brossé, fondatrice de Sonio. Ouais. Cofondatrice, elle est arrivée, c'était Rémi qui avait créé la société, qui était un scientifique, école polytechnique, doctorant, qui avait travaillé avec l'hôpital Necker pour développer sa solution. Cécile est Boston. arrivée. Alors ça, Sonio, c'est le meilleur exemple d'investissement que j'ai, où je me suis dit au départ, ça va pas faire. Là, on est trop autour de la table. Et là, il y a BPI, One Ragtime, autour de la table. Donc déjà 3 fonds. Là, je me suis dit, oh là. Mais en fait, il y avait que des filles au board. Ça, c'est... et après, on a fait rentrer l'EIC qui a mis une subvention et qui a permis d'aller lever la série A avec CIB, un fonds américain, avec canado-américain, avec 2 super femmes. Aussi pareil, c'est arrivé. Et là, on s'est retrouvés pendant des boards où en fait, on était toujours d'accord, bien organisés, entre femmes. Suspect. La session qui a été beaucoup plus rapide que prévu, puisque quand on a fait la série A, qu'elle était annoncée, Samsung a tapé à la porte. On s'est dit, mais on va pas être alignés. Et Megan de CIB va nous dire que c'est pas possible parce qu'elle vient juste de rentrer. Ben non, on a trouvé un accord. On est tous super contents. Et typiquement, tu vois, c'était voilà, un projet porté par une équipe plutôt féminine, avec des board members féminines. Il y avait quand même Sacha Loiseau qui était à nos côtés. Et ça s'est super bien passé. Donc ça, mais malheureusement, il n'y en a pas assez. Hein. Quand je regarde aujourd'hui, si tu me demandes les fondatrices qu'on a accompagnées, on a accompagné quelques-unes, des cofondatrices, mais trop peu. Nous, on le suit, ça, dans nos stats de deal flow et tout. Et c'est vrai que c'est difficile. Et les stats, d'année en année, s'améliorent un peu, mais pas beaucoup. Sur ce podcast, Ouais, il y en a un moins, truc quoi. qu'on a remarqué, c'est qu'on a commencé avec un taux d'auditrice de l'ordre de 3 ou 5%. Et figure-toi qu'on est à 30% aujourd'hui. Et donc, on est assez fiers de ça parce que c'est plutôt des bonnes stats. Donc, Oui. et sur notre portefeuille de start-up, je pense sur les 15 lignes, côté OVNI, je pense qu'il y a au moins 6 ou 7 startups sur lesquelles on a une cofondatrice. Donc, ça a quand même évolué positivement entre 2015 et aujourd'hui. Moi, je trouve qu'en fait, ça régresse. C'est-à-dire que je vois moins de projets en ce moment et on suit aussi nos stats avec des femmes fondatrices. Parce que déjà, il y a... Et ça, on le voyait hier lors des France Digital Day, on a annoncé le baromètre Ernst & Young France Digital sur l'état de l'écosystème de la French Tech. Hein. Donc, je suis au board de France Digital depuis 4-5 ans. Okay. C'est une association qui est formidable parce qu'elle permet de faire beaucoup pour notre écosystème et contribuer à le faire grandir. Et quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, on a 2/3 de création en moins en 2025 que les années précédentes. Donc on a une chute de l'entrepreneuriat et généralement... De l'entrepreneuriat digital. Digital, ouais. De l'entrepreneuriat digital. Ouais. Mais il y a une mode passée un peu, même de la Startup Nation, tout ça, ça agace des gens. Non, mais c'est plus aussi glam qu'il y a 3-4 ans. Enfin, moi, Oui, alors déjà, arrêtons de parler Startup Nation, parlons d'entrepreneuriat. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que parfois, on est trop, nous, dans notre petit monde, à pas suffisamment être pédagogue autour de nous, hein. Moi, tu vois, l'avantage d'être à Chamonix, c'est que les copains autour de moi, ils sont pas du tout dans la Startup Nation. Oui. Enfin, vous, c'est pareil, toi, à Montpellier, oui. Voilà, on se permet d'avoir beaucoup de bon sens et de rationaliser.
On a besoin d'entrepreneuriat parce que de toute façon, on voit bien qu'aujourd'hui, la croissance, la création de valeur, elle se fait par les startups. Et moi, un chiffre qu'on a annoncé hier, dont je suis hyper fière pour notre écosystème, c'est que l'écosystème tech en général représente 1,5% du PIB. Donc il y a 10 ans, on n'était même pas à 0,5 ou 0,4%. La création d'emplois nette par l'écosystème startup, il est là. On a 1,45 million d'emplois qui ont été créés, directs ou indirects, liés à l'économie des startups. Et ça, c'est super encourageant. Mais en même temps, on commence à avoir beaucoup moins de création d'entreprises, donc beaucoup moins de femmes entrepreneuses. Dans les périodes difficiles, la prise de risque, faut le dire. La prise de risque, moi, je savais pas ce que c'était quand j'ai créé One Ragtime de pas avoir un salaire à la fin du mois. Enfin, c'est un côté assez angoissant quand tu l'as jamais vécu. Donc, c'est sûr. Ça nous est à tous arrivé, plus ou moins. Ouais, mais bon, et souvent, et c'est ça qui est dommage. Moi, je regarde la communauté d'investisseurs One Ragtime. On a 400 investisseurs qui ont investi avec nous. Peut-être avoir, même pas 30 femmes. Tellement peu. Même pas 10%. T'as pas l'ascenseur social quand tu entreprends pas. L'entrepreneuriat, et c'est pour ça qu'on doit continuer à faire en sorte que la France soit une terre d'accueil des entrepreneurs. C'est que la création de richesse sur une génération, elle se crée par l'entrepreneuriat, et notamment l'entrepreneuriat tech. 100%. Et pas sur de l'establishment ou des choses qui existent. Et puis alors, en particulier dans un monde qui bouge aussi vite, aussi fort, que ce soit par la tech, par le climat, par tout ça, il faut tout changer, il faut se bouger. Je suis d'accord. Et donc, tu as moins de femmes qui entreprennent aujourd'hui. Donc, mesdames, allez-y. On va leur faire sentir, mais on y travaille aussi, sur tous nos médias, que c'est possible. C'est ça, moi, le message qu'il faut qu'on fasse passer. Stéphanie, merci. Moi, j'ai deux questions. Il y en a une qui n'était pas prévue, mais tu vas probablement savoir y répondre facilement, qui est, toutes les questions qu'on a depuis tout à l'heure n'étaient pas prévues, mais celle-ci, est-ce que tu as un livre à me recommander, un livre que tu as adoré ou que tu pourrais offrir à tout le monde? Alors, écoute, j'ai un livre, en tout cas un podcast que j'ai découvert grâce à toi il n'y a pas très longtemps. C'est Philippe Gabillet, L'éloge de l'audace, l'éloge de l'optimisme. Ouais. Et je l'ai écouté et je l'ai lu aussi. J'ai commandé le livre, je l'ai lu. J'ai adoré. Donc ça m'a... Parce qu'en fait, c'est du bon sens sur créer ses opportunités, créer sa chance. Moi, j'aurais pas fait aujourd'hui ce que j'ai fait sur One Ragtime si j'avais pas eu tout un tas de rencontres et si j'avais pas osé à un moment avoir ces rencontres. C'est marrant que tu parles de ça. Je fais juste l'aparté. Moi, j'ai étudié entre 2005 et 2010. Et la première vidéo qui a fait le buzz de Philippe, elle est de 2009. Et c'est une vidéo où tu le vois dans son bureau de l'ESSEC ou de je sais plus quel cours. C'est comme ça qu'il a fini chez moi, c'est ce qu'on explique dans l'épisode. Et en fait, moi, je l'ai vu cette vidéo en 2009. Et en fait, ça a complètement changé ma façon de voir le monde, les choses. Comment créer sa chance. Et je suis d'accord avec toi, s'il y a un truc... Moi, mes étudiants, ça fait 6 ans que je donne des cours à Sciences Po Paris sur les startups, les levées de fonds. Je leur donne 2 choses. Je leur donne cette vidéo de Philippe et je leur donne la fable de La Fontaine, le loup et le chien, par rapport à ce que tu disais sur la liberté versus l'entrepreneuriat. Et l'autre question, Stéphanie, si tu pouvais revenir à la Stéphanie de 2016, celle qui lance One Ragtime, et que tu pouvais lui glisser un petit conseil à l'oreille, tu lui dirais quoi? Passe moins de temps à préparer et fais plus vite. Et mets-toi dans l'action beaucoup plus vite. Et surtout, dis-toi que ça va être... un voyage très sympa et bien plus développement. Moi, je pense que ces années One Ragtime sont bien plus enrichissantes et bien plus amusantes que toutes celles que j'ai pu avoir avant, même si j'ai toujours adoré ce que je faisais. Et achète des bitcoins pour la trésorerie One Ragtime. Hier, on a un souscripteur qui nous a dit qu'il avait vendu 12 bitcoins à 200 € le bitcoin et qu'il le regrettait pas. J'étais choqué. Vous avez peut-être acheté à 1 €. Oui, ils avaient acheté 1 €, mais quand même. Moi, mais ça aussi, surpris. Tu vois, au risque de vous... C'est vrai que très tôt on a été exposé à ça. Moi, je me rappelle avoir eu un rendez-vous quand j'étais chez Orange à Berlin avec le fondateur de Ethereum. Et là, moi, j'aime bien investir sur ceux que je comprends, donc pas de regrets. Non, pas de regrets du tout.
Non, mais c'est plus pour le fun. Non, ce qui est intéressant sur ton, et je note aussi ça, on en reparlera, mais sur le fait de mettre ton caride sur la société de gestion, c'est un peu technique pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas bien ça, mais ça me fait penser à Rentech. Vous voyez ce que c'est, Renaissance Technologies? Ça vous parle pas? Ouais, Non. Écoutez ce podcast Acquired sur Renaissance Technologies, vous allez vous régaler. C'est une boîte américaine qui est donc très peu connue puisque vous êtes dans le métier on la connaît pas. de finance. Ils investissent, à l'origine, ils faisaient de la devise, donc c'est aussi pour ça que c'est loin de nos métiers, mais ils investissent depuis les années 70 sur de l'algorithmie, a priori. Donc c'est des gros nerds, des ingénieurs, ils comprennent pas vraiment dans quoi ils investissent, mais en fait, ils trouvent des patterns, des signaux faibles, et ils sont hyper forts. Et en fait, petit à petit, leur fonds Renaissance Technologies a tellement grossi qu'au bout d'un moment, ils ont viré tous leurs LPs, parce qu'en fait, ils prenaient toute une partie du carré dedans. Ils ont viré tous leurs LPs. Et aujourd'hui, ils se versent en caride 50% pour la société de gestion et 50% pour l'externe. C'est ce qui s'est passé pour certains entrepreneurs qui ont monté au début des club deals. On ne va pas les citer. Et en fait, les club deals ont tellement bien marché sur le premier jet de licorne de la French Tech que c'est devenu leur propre... family office, outil de travail. Après, c'est aussi un choix patrimonial sur le long terme, mais là encore, s'il y a des aspirants VC qui nous écoutent, on a tous envie d'être VC, c'est super attractif, ça fait rêver, mais soyez patients, quoi. On ne fait pas une entreprise en 2 jours. Belle entreprise. Regarde, on en parlait au début, Tychris, on-off. Ouais, cette année, on se dit, ça va vraiment être très, très, très beau. Ça va être très, très, très beau. Voilà. Allez, Bravo, merci Stéphanie. On te suit. One Rack Time un peu partout sur les réseaux sociaux. Évidemment, Stéphanie Hospital sur LinkedIn, peut-être? Bien sûr. Ouais, ailleurs? Instagram, LinkedIn, plutôt LinkedIn. Ok, très bien. Strava, voilà. Et Stéphanie, STEPH. A-N-I-E et Hospital, voilà, comme un hôpital avec un S au milieu. Merci à tous les deux. À plus, salut, ciao. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. On a plein d'invités comme Stéphanie qui sont hyper cool. Et en ce moment, moi, mon gros mantra, c'est de dire qu'on a plein d'algos qui nous poussent des contenus qu'on ne choisit pas. Il n'y a pas d'intentionnalité. Et généralement, ce n'est pas forcément les contenus les plus intelligents, mais c'est les contenus qui vont stimuler un peu votre... moi profond et choisissez avec intention ce que vous voulez écouter. Moi je vous propose d'écouter ce podcast qui s'appelle OVNI, comment on appelait OVNI, voilà, OVNIs, et vous allez kiffer parce qu'on va vous présenter plein de super profils comme Stéphanie. Bisous, salut.